Souyan, une histoire chamanique. Deuxième partie. Le lendemain matin, une nouvelle tempête s'était levée. La neige cinglait les parois de feutre des tentes. Aucun douka ne mit le nez dehors. Souyan, montée sur un renne mâle à la toison grise et aux andouillés noirs, tirait derrière elle une femelle chargée de provisions et d'une guerre de petite taille. Tournant autour d'eux dans la couche immaculée des prairies enneigées, un chien-loup aux yeux bleus intenses jappait de joie. Souyan, emmitouflé dans son grand manteau en peau d'élan et sa casaque coupe-vent, forçait le renne mâle à aller de l'avant. Ses Ganley leur avaient dit qu'en suivant le cours de l'Inessie inférieure vers l'amont, ils arriveraient à sa source, des chutes à moitié gelées au fond d'une vallée élevée proche des plateaux de l'Aiguille. La jeune femme souriait sous ses chaudes protections, et elle remercia les esprits lorsque la tempête se calma légèrement à son approche du col d'Arjan. Il se trouvait un village dans les environs, mais Souyan ne voulait pas rencontrer des habitants russes, toujours aussi hostiles au peuple nomade. Aussi, elle en fit le tour. Pour se rassurer, Souyan toucha de ses doigts emmitouflés le canon du deuxième fusil de son mari. Il était chargé et prêt à servir. Somber, le chien-loup, veillait aussi au grain, aboyant de temps en temps, les oreilles dressées, et personne ne sortit du flou du rideau de neige et des ombres du jour pour les menacer. Le chien-loup semblait tout fou à propos de ce voyage, comme s'il comprenait son importance pour sa maîtresse. Souyan eut un instant les larmes aux yeux. L'exubérance de l'animal et le fait de toucher les possessions de son mari lui remirent son visage souriant en mémoire. Yardan l'avait courtisée depuis qu'elle avait atteint l'âge de 13 printemps. Son assurance de chasseur préféré du Khan n'avait pas été l'élément déterminant, même si secrètement elle avait toujours espéré que Yardan la choisisse. Elle, la femme à l'esprit fort et aux phrases toujours acerbes envers les idiots et les arrogants, Souyan s'était toujours comportée de manière capricieuse avec lui. Et comme s'il la comprenait, avec une patience infinie, il avait attendu sa cour devenant plus astucieuse. De nombreuses fois, il avait laissé un présent devant la tante de la famille de Souyan, souvent une sculpture sur bois d'animal ou de fleurs, art où il excellait. Souyan frémit. Elle avait pensé à lui comme s'il était déjà mort. Immédiatement, son esprit se referma et elle pleura silencieusement. L'inquiétude et la détresse de son âme l'enveloppèrent complètement, ainsi que l'effroi, l'angoisse, la peur d'arriver trop tard pour le sortir du monde du démon. Était-il déjà mort? Yardan courait-il déjà dans les steppes infinies du monde spirituel, ou son esprit était-il retenu par Jugurthaï? Tant de choses dépendaient d'elle, de sa rapidité et de sa volonté. Souyan renifla dans l'air glacé, secoué par un sanglot malvenu. Sumber leva les yeux vers elle, la langue tirée, le regard interrogateur. La jeune femme ressentit à nouveau la honte terrible qui rongeait son âme. Yardan était parti chasser dans les domaines de Jugurthaï à cause de son mal à elle, et sans lui dire. La jeune femme pria la déesse mère Umaï de lui accorder un voyage sans embûche. Après le petit champ, elle vérifia que son fusil n'était pas gelé ou enrayé, puis repartit vers l'Orient sous l'éclat presque insoutenable de l'astre diurne, montant dans le royaume de Tengri, dieu des cieux. La moitié de la journée s'était écoulée sous une lumière hivernale agressive. La jeune femme s'était vue obligée de couper à travers une forêt de gigantesques pins des monts Taskides pour éviter d'être aveuglée par la réverbération. Elle longea le versant montagneux entre des troncs millénaires aux racines fortes et ancrées dans la terre glacée. Parfois, les branches ployaient sur la neige accumulée, la déversant sur le sol ou d'autres rameaux, faisant naître au sein des bois comme un murmure ou un chant bas, froissé. À chaque fois, Sumber sursautait, mais il gambadait plus joyeusement et chassait le lièvre des neiges ou les écureuils qui avaient l'audace de sortir de leurs trous en plein hiver. Les rennes semblaient calmes et ils mangeaient la neige et les pousses apparentes. Quelques loups passèrent à proximité, les regardèrent et s'éloignèrent, peu enclins à attaquer une compagnie où une humaine était présente. Souyan réattira sa prière à Umaï et pressa les rennes d'avancer un peu plus vite. Les animaux ne se firent pas prier. Lorsqu'elle sortit enfin des ombres pesantes de la forêt, une autre mer de nuages lourds et rebondis avait recouvert l'azur du jour. Souyan estima qu'elle avait fait plus de 3/4 du chemin. Les chutes gelées étaient nettement visibles au bout de la vallée et le soleil déclinait sur l'occident. Souyan continua le long du versant, passant par de grandes prairies inclinées bordées par des murets de pierres anciens, retraçant dans la neige épaisse les routes des nomades. Au loin, le lac s'ouvrant au niveau des chutes réfléchissait le peu de lumière que le soleil laissait passer, créant des kaléidoscopes de couleurs vives. La neige recommença à tomber, le vent a soufflé dans l'entonnoir de la vallée, charriant le froid et la mort. Souyan resserra son manteau et chercha les ravines qui remontaient vers le haut plateau. Sumber courait dans la poudreuse peu en hauteur et aboya 2 fois.
Tsuyan fit volter son renne et monta en palier. Un peu plus loin vers l'est, le versant s'aplatissait légèrement et se redressait en arête qui formait une vallée secondaire. Un manteau de pin couvrait la moitié de cette large gorge. Piquant des deux, elle en prit la direction. Pendant les 2 heures de soleil restantes, et à travers une petite chute de neige rendant la visibilité très floue, la jeune femme prit la ravine qui grimpait dans les contreforts et déboucha enfin sur l'étendue du plateau, où des rocs immenses se dressaient de loin en loin, excrétions volcaniques figées par le temps. Le vent était ici beaucoup plus violent. Il soufflait par bourrasques soudaines et imprévisibles. Sumber gémissait de temps en temps, restant à proximité des rennes. Ceux-ci semblaient peu enclins à continuer, mais sous la pression des jambes de Tsuyan et après quelques coups de langue sur le bloc de sel, ils ne se firent pas prier. La jeune femme se demanda comment Yardan se serait débrouillé, et s'il aurait entrepris ce voyage pour elle, si leur rôle avait été inversé. Elle sourit, cette pensée étant tout à fait superflue, car elle savait au fond d'elle-même qu'il ne pouvait en être autrement. Le soleil disparut tout à fait et Tsuyan décida de tenter la vision de la corde ancestrale. Elle la toucha de ses mains. L'horizon sembla lui sauter au visage. Des lumières dansaient dans l'air au-dessus du plateau, à travers les chutes de neige. Elle se déplaçait rapidement de lieu en lieu, de roche en roche, de constructions néolithiques en cratères creusés dans le sol, formant des vallons arrondis. Finalement, ses yeux émerveillés aperçurent l'immense masse noire et blanche d'un bois de petite taille entre 2 assemblages de roches. Des arbres rivalisaient en hauteur et en épaisseur de tronc, et leurs frondaisons étaient plongées dans l'obscurité. L'orée se trouvait à moins de 200 ou 300 mètres. Précédé d'un Sumber nerveux, Tsuyan talonna son renne et s'approcha. Les abords du bois, dont l'ombre s'épaississait au fur et à mesure que la nuit s'installait, rendirent la jeune femme nerveuse. Elle se demanda comment Yardan aurait réagi en une pareille occasion. Et la pensée lui redonna courage et force. Avançant encore un peu, elle aperçut une longue dépression rocheuse parallèle aux premiers arbres, s'étendant du plateau jusqu'au contrefort des Tasquides. Celle-ci abritait de nombreuses arches et piliers naturels, ainsi que des abris sous des pierres plates immenses. Sumber se raidit, ses oreilles se redressèrent, les rennes soufflèrent. Le chien-loup grogna et son museau se dirigea vers une espèce de colonne distordue. Serrant toujours la corde des ancêtres, Tsuyan y aperçut une gravure qui ressortait à ses yeux comme une silhouette de goupil cachée au sein de sous-bois, en attente. Elle pointa du doigt vers la gravure et cria dans le vent violent. « Cournaz, esprit ancien de ces bois, il est temps pour toi de me montrer le chemin à parcourir pour rencontrer le maître des champs !» Le vent s'arrêta de souffler. Pendant un instant, il y eut un silence complet. Sumber s'étala au sol, oreilles baissées. Tsuyan sentit les rênes figées par la terreur. Elle-même eut l'impression qu'une main de glace avait recouvert son cœur et empêchait de battre. Puis, abruptement, le vent se remit à souffler, des bourrasques arrachant des pans de neige entiers aux roches des abords des bois. « Ne bougez pas !» fit une voix dure, sèche, criarde derrière elle, « ou je vous fiche une balle dans le crâne !» Cournaz ? Qui invoque le nom des esprits anciens en toute impunité, gronda à nouveau la voix. Les mains en l'air et ne bougez pas, ai-je dit. Furieuse, Tsuyan hurla dans le vent. Je suis Tsuyan du peuple des Dukas, et je viens ici rechercher la sagesse du maître des champs. Laissez-moi tranquille, qui que vous soyez, car je ne cherche pas querelle aux hommes. Je veux juste trouver Cournaz, l'esprit gardien. Une silhouette passa devant ses rennes. Ceux-ci renaclèrent et eurent un mouvement d'humeur. Sumber se leva et gronda. Tsuyan vit un homme en manteau de fourrure, un vieux pistolet rouillé en main, qui la visait. Ses traits ridés, si tirés sur ses joues, son nez, son menton et ses fossettes, qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une momie marchant hors d'une maison des esprits, avaient la couleur du cuivre. Il avait un arc à double courbure rangé dans un fourreau, et un carquois couvert sur l'épaule. 2 poignards à manche de corne dépassaient de sa ceinture. « Méritez-vous simplement de rencontrer Cournaz !» fit l'homme de sa voix criarde. Il plissa ses yeux déjà bien bridés en apercevant la corde des ancêtres pendue autour du cou de Tsuyan. « Ah, quel chaman s'est donc séparé d'une de ces précieuses reliques pour vous? L'avez-vous volée ?» Il leva le pistolet un peu plus haut. Tsuyan décida de dire la vérité. Sa voix porta dans le vent. « Je viens demander au maître des champs de m'ouvrir le chemin du royaume de Jugurthai, dans les monts Kadirigi. Ségenlé me fait confiance, c'est pourquoi je suis ici. Je suis prêt à payer le prix à Cournaz, et j'ai 2 blocs de sel préparés, ici, dans mon sac, pour preuve. » L'homme jeta un œil à Sumber. Le chien-loup baissa les oreilles, mais arrêta de gronder et se lécha les babines. Puis aux rennes, qui stoppèrent leur agitation, soudain attentifs à ce regard. Finalement, l'homme baissa son pistolet et le rangea dans sa ceinture.
Son regard légèrement amusé, voire rusé, croisa celui de Tsuyan et il finit par s'approcher pour dire « Suivez-moi, si vous pouvez. » Et il commença à sauter de roche en roche, soulevant des nuages de neige, aussi agile qu'une chèvre des montagnes, vers le nord. Son rire de crécelle résonna, porté par le vent, et Tsuyan talonna son renne pour le suivre. Mais il allait trop vite. « Sumber, suis-le et reviens me chercher lorsqu'il se sera arrêté !» Le chien loup bondit sur les roches à son tour. Il dégringola la descente de neige à la poursuite de l'homme, aboyant tout du long. À suivre dans la 3e partie.